On a l'impression d'avoir un consensus, une unanimité entre les différents philosophes, dès lors que presque tous les philosophes se sont accordés sur l'idée selon laquelle que la philosophie est née de l'étonnement. Et si, à travers la première question, on a d'où vient la philosophie ici, comment est née la philosophie, se présente comme question qui mérite d'être posée. Et là, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on paraît avoir un consensus, une unanimité en ce qui concerne cette origine, qui n'est autre que l'étonnement. Mais quand on dit que la philosophie est née de l'étonnement, il serait judicieux de voir comment ce processus de naissance s'est fait. C'est ce que nous avons l'habitude de voir. Par contre, ce qui est anormal, donc, c'est ce qui est inhabituel, ce qui nous surprend, ce qui vient comme une surprise. Maintenant, si l'étonnement vient d'une certaine manière, ou bien si la philosophie vient de l'étonnement, et que l'étonnement désigne cette attitude que l'homme éprouve à chaque fois qu'il se heurte à l'anormal, c'est parce qu'il y avait des choses anormales que les hommes ont rencontrées pendant un certain temps. Et ces choses-là qui sont considérées comme anormales découlent de quoi? Découlent des mystères qui nous venaient de cette réalité mythique. Une manière de dire que donc c'est le mythe qui est à l'origine du sentiment d'étonnement. Le mythe appartient toujours à une communauté bien donnée. À telle enseigne que le mythe va se présenter comme une réflexion collective. Mais lorsque les gens se sont rapportés au mythe pendant un certain temps, il y a des vérités mythiques du professeur Jules Lachelier, lors de son premier cours avec des élèves en philosophie, lorsque ces derniers se sont précipités à lui poser cette question, selon laquelle, qu'est-ce que la philosophie? Le professeur s'est empressé pour leur répondre, je ne sais pas. Une réponse étonnante, oui, parce que les élèves ne pouvaient pas concevoir comment celui qui était censé leur enseigner une discipline ne pouvait pas savoir de quoi s'agissait-il. Mais la réponse du professeur Lachelier était si pertinente parce que derrière cette réponse vont se soulever de multiples autres interrogations. Oui, nous, qu'est-ce qui doit nous intéresser? Pourquoi le professeur Jules Lachelier a répondu par « je ne sais pas ». Ce n'est pas parce qu'il n'était pas en mesure d'enseigner la philosophie, mais c'est parce qu'il n'avait pas le droit de répondre à la question selon laquelle qu'est-ce que la philosophie? Pourquoi? Parce que c'est une question qui n'a pas de réponse unanime, universelle, c'est-à-dire une réponse sur laquelle tout le monde tomberait d'accord. Maintenant, quand on vous dit que pourquoi le professeur Jules Lachelier a répondu par je ne sais pas, on vous dit que parce que la philosophie elle est indéfinissable. Est-ce que vous allez me laisser comme ça, vous dire que la philosophie elle est indéfinissable et passée? Non. Il faudrait qu'on essaie de voir ce que l'on appelle les raisons, les arguments qui expliquent l'indéfinissabilité de la philosophie. C'est-à-dire, pourquoi la philosophie elle est indéfinissable. Et là, vous allez retenir trois raisons fondamentales qui expliquent le caractère indéfinitionnel de la philosophie. Première raison, parce que la philosophie elle a un champ de réflexion qui est immense, illimité. En d'autres termes, la philosophie elle réfléchit sur la totalité. Deuxième raison, parce que la philosophie elle est plurielle. En d'autres termes, on n'a pas une seule philosophie, mais plutôt des philosophies. Troisième raison, parce que la philosophie elle est caractérisée par le fameux désaccord. Essayons de décortiquer raison par raison. Première raison, j'ai dit que la philosophie elle a un champ de réflexion immense. Qu'est-ce qu'on entend par là? Que la philosophie, à la différence des autres disciplines, que sont l'histoire, la géographie, les mathématiques, la biologie, elle n'a pas un objet d'étude qui lui est propre. En d'autres termes, elle n'a pas un objet d'étude sur lequel elle doit réfléchir spécifiquement. Son objet, c'est le tout. La philosophie, elle est une réflexion sur la totalité de ce qui existe. C'est la raison pour laquelle Hegel l'avait comparé à un cercle qui englobe le tout. Et quand on dit que la philosophie est réfléchie sur la totalité, à la différence des autres disciplines, que sont l'histoire, la géographie, les mathématiques, la biologie, essayons de voir qu'est-ce que les mathématiques, on va nous dire que ce sont des sciences qui étudient les nombres et les grandeurs mesurables. Qu'est-ce que la biologie? C'est la science qui étudie les êtres vivants. Qu'est-ce que la géographie? C'est la science qui étudie la description de la Terre. Je parle en présence de M. Mandiaye. Qu'est-ce que l'histoire? C'est la science qui étudie le passé des hommes. Mais qu'est-ce que la philosophie? On ne peut pas circonscrire rigoureusement la philosophie pour dire qu'elle est une réflexion sur ceci ou sur cela. Elle est une réflexion sur la totalité de ce qui existe. Et parce qu'elle est une réflexion sur la totalité de ce qui existe, parce qu'elle ne peut pas être définie rigoureusement. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit, Hegel a dit que la philosophie est comparable à un cercle qui englobe la totalité de ce qui existe. Pour Aristote, lorsqu'on lui a demandé qui est philosophe, Aristote répondit en disant
est philosophe celui qui a la totalité du savoir dans la mesure du possible. C'est la raison pour laquelle cette définition du philosophe d'Aristote laisse entendre que la philosophie est une connaissance de la totalité ou la totalité de la connaissance ou du savoir. L'illustration faite, toujours dans cette perspective de cette première raison de l'indéfinissabilité de la philosophie par René Descartes, c'est cette métaphore que l'on appelle la métaphore arborescente de Descartes. On vous l'a dit. Oui, Descartes a comparé la philosophie à un arbre. Mais un arbre qui regroupe la totalité des sciences qui existent. Oui, à travers cette métaphore arborescente, il y a quoi? Les trois parties d'un arbre. Les racines, le tronc et les branches. Et lorsque Descartes a illustré la philosophie par cette métaphore, qu'est-ce qu'il nous dit? Toute la philosophie est comparable à un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc la physique et les branches qui sortent de ce tronc, les autres sciences qui se réduisent à trois principalement, à savoir la médecine, la morale et la mécanique. C'est une manière de dire quoi? De dire que la philosophie, elle est une réflexion sur la totalité. Et parce qu'elle est une réflexion sur la totalité, elle ne peut pas être définie. Deuxième raison, je l'ai dit. Il y a ce que l'on appelle le caractère pluriel de la philosophie. La philosophie, elle est plurielle et pourtant on dit la philosophie. Qu'est-ce qu'on entend par la pluralité de la philosophie? C'est la pluralité des systèmes philosophiques. Et quand il y a plusieurs systèmes philosophiques, chers élèves, qu'est-ce qu'on retient? Il n'y a pas une seule philosophie, mais il y a des philosophies. Et quand il y a des philosophies, est-ce qu'on pourrait avoir une seule définition? Non. On aurait plusieurs définitions. Oui, parce que c'est en philosophie que vous allez entendre parler de la philosophie aristotélicienne, de la philosophie kantienne, de la philosophie hegelienne, de la philosophie cartésienne. Nous avons une pluralité de systèmes. Nous aurons donc plusieurs définitions. Il n'y a pas une définition consensuelle, universelle, sur laquelle tout le monde tomberait d'accord. La conception philosophique d'Aristote peut être différente de la conception philosophique de René Descartes. La conception philosophique d'Aristote peut être différente de celle de Platon. Et d'ailleurs même, il y a une rupture qui a été faite par Aristote par rapport à son maître Platon. On va y revenir après. Et parlant de la pluralité de ce système, nous allons nous servir de ces mots d'Emmanuel Kant. Oui, qui a l'impression de nous dire que si on entend par la philosophie un ensemble de connaissances enfermées dans un ouvrage dont il me suffirait apprendre pour me proclamer philosophe, alors cette philosophie n'existe pas. Pour Emmanuel Kant, on n'apprend pas la philosophie, mais on apprend à philosopher par l'exercice et l'usage que l'on fait soi-même de sa propre raison. Une manière de dire que la philosophie est une réflexion de bop sa bop. C'est une réflexion personnelle. Chacun a sa manière de concevoir la philosophie. Troisième raison. C'est une raison qui découle de cette deuxième raison, c'est le désaccord, parce qu'il y a plusieurs systèmes. Parce que les philosophes ne seront pas d'accord. Et dit donc que les philosophes ne sont d'accord que sur le désaccord. Et si les philosophes ne sont d'accord que sur le désaccord, c'est parce que le désaccord constitue un fondement de la pensée philosophique. Qu'est-ce que le désaccord? C'est une absence d'accord. Et pourquoi les philosophes sont en désaccord? Parce que chaque philosophe ou chaque système philosophique a sa propre conception de la philosophie. Et par ce désaccord, Emmanuel Kant va revenir comparer la philosophie à un immense champ de gladiateurs par où s'affrontent des théories opposées pour des batailles à la fin desquelles il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu. Personne n'a le monopole de la pensée philosophique. Personne ne peut réclamer que c'est moi qui suis le philosophe authentique. Et dire que le désaccord, encore une fois, est une raison de la non-définissabilité de la philosophie, du caractère indéfinitionnel de la philosophie, mais c'est parce que ce désaccord, encore une fois, constitue, comme j'ai l'habitude de le dire, le charme de la pensée philosophique. Oui, imaginons un jour, si la philosophie réussit, ou bien si les philosophes réussissent à trouver un accord, à être unanimes sur une vérité quelconque, est-ce que la philosophie continuerait à exister? Non. C'est la raison pour laquelle je le répète et je le redis, le désaccord constitue le charme de la pensée philosophique. C'est la raison pour laquelle Karl Jaspers, dans son ouvrage intitulé Introduction à la philosophie, nous garde en ces termes en nous disant quoi? La philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle arrive à dégénérer en dogmatisme, c'est-à-dire en un système de savoir mis en formule, définitif, complet et transmissible par l'enseignement. Faire de la philosophie, c'est être en route. En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses et chaque réponse devient une nouvelle
question. Chaque réponse devient une nouvelle question. Pourquoi? Parce que chaque réponse posée ne peut pas être une réponse définitive, une réponse sur laquelle tout le monde tomberait d'accord. Classe, parce qu'il y a ces trois raisons que l'on ne peut pas définir rigoureusement, exactement la philosophie. Jusque-là donc, nous ne savons pas ce que c'est que la philosophie. Jusque-là donc, nous donnons un peu raison à Jules Lachelier qui avait dit à ses élèves que je ne sais pas ce qu'est la philosophie. Mais, je dis bien, mais, on pourrait tenter de définir la philosophie, une tentative de définition. Et c'est cette définition, peut-être, que nous retrouvons presque dans toutes les annales, dans tous les livres philosophiques. C'est cette définition que l'on hérite de son étymologie. Qu'est-ce que l'étymologie? C'est la science qui étudie l'origine des mots. Et étymologiquement, comme vous le savez, la philosophie vient de deux vocables que sont philéine, où est dérivé philo, et sophia, qui signifie deux choses, savoir et sagesse chez les Grecs. À telle enseigne que la philosophie peut être définie littéralement comme l'amour de la sagesse. Si philo égale amour et sophia égale sagesse. Qu'est-ce que l'amour? On dit que c'est la conscience d'un manque et la tendance vers l'objet capable de combler ce manque. Qu'est-ce que la sagesse? De manière simple, on va dire que la sagesse, c'est la connaissance totale des choses. Parce que le philosophe, il n'est pas sage, parce que le philosophe aspire à devenir un sage, qu'il se rapporte à la philosophie qui va lui donner tous les privilèges et toutes les possibilités d'être en contact, en rapport avec ses sagesses. Mais la question qui mérite d'être posée est sera-t-il sage, ce philosophe? On ne sait pas encore. La philosophie, elle est l'amour de la sagesse. J'ai dit que l'amour, c'est la conscience d'un manque et tendance vers l'objet capable de combler ce manque. Qui manque? De quoi il manque? Pourquoi il manque? C'est le philosophe qui manque. De quoi il manque? Il manque de quoi? De ça, de savoir. C'est la raison pour laquelle il se donne toutes les possibilités d'aller à la recherche du savoir par lui-même et pour lui-même. Et quand le philosophe est celui qui va à la recherche du savoir par lui-même et pour lui-même, c'est parce qu'il va se distinguer de deux autres que sont l'ignorant et le savant ou le sage. Oui, mais la question, encore une fois, qui mérite d'être posée ici, est le philosophe, est-il lui un ignorant ou pas? Je vais me permettre de dire qu'il est un ignorant, mais à la différence de cet ignorant sa propre ignorance, le philosophe, lui, il est conscient de son ignorance, et c'est cette conscience qu'il a de son ignorance qui lui permet de se rapporter à cette réflexion que l'on appelle la philosophie. Oui, cet ignorant-là, il ignore sa propre ignorance, c'est-à-dire c'est celui qui ne sait pas et qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Le savant ou le sage, c'est celui qui sait et qui sait qu'il sait. Le philosophe, c'est un ignorant, mais il est conscient de son ignorance, car il ne sait pas, mais il sait qu'il ne sait pas. C'est la raison pour laquelle il va se donner les possibilités d'aller à la recherche du savoir. Cela a été illustré par Platon dans son ouvrage intitulé « Le banquet ». Oui, un banquet, c'est quoi? C'est un endroit peut-être où on se retrouve pour manger, pour boire ou bien pour discuter. Platon, à travers cette illustration, a l'impression de dire que je ne sais pas qui est philosophe, mais je sais au moins ces gens-là qui ne sont pas philosophes. Nous ne que Platon, qui sont ces gens-là qui ne sont pas philosophes et qui ne sont pas invités au banquet? Il nous dit, ce sont les ignorants, ignorant leur propre ignorance, ce sont les savants, les dieux ou les sages. Et il nous dit quoi? Aucun des dieux ne philosophe et ne désire devenir savant car il l'est déjà. Et en général, quand l'on est savant, on ne philosophe pas. Les ignorants non plus ne philosophent pas, car l'ignorance a ceci de fâcheux que n'ayant ni beauté, ni bonté, ni science, ni art, on s'en croit suffisamment pourvu. Or, quand on ne croit pas manquer d'une chose, wallahi, on ne la désire pas. Quand on ne croit pas manquer d'une chose, on ne la désire pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une inconscience par rapport à ce manque-là. Et maintenant, c'est celui qui est conscient de son manque qui va pouvoir avoir toutes les possibilités d'aller à la recherche de ce dont il manque. Ici, qui manque, c'est le philosophe. De quoi il manque? Du savoir. C'est la raison pour laquelle on va dire quoi? Qui aime cherche, qui cherche questionne, qui questionne va tenter de trouver et qui va tenter de trouver philosophe forcément. C'est la raison pour laquelle il faut savoir faire la différence entre les deux ignorances. Que sont cette ignorance consciente d'elle-même et cette ignorance, encore une fois, qui n'est pas consciente d'elle-même. Cette consciente d'elle-même peut être comparée à l'ignorance socratique. Socrate était-il un ignorant?
Oui, c'est la raison pour laquelle on peut parler de l'ignorance socratique ou l'ignorance savante ou doctorale. Pourquoi? Parce qu'il se comportait comme quelqu'un qui ne savait pas tout. Et le minimum de savoir qu'il avait ne lui donnait pas la possibilité de dire « je sais ». Qu'est-ce que Socrate disait? Tout ce que c'est que je ne sais rien. Ça, c'est une ignorance consciente d'elle-même. À la différence de cette ignorance de l'ignorant, ignorant sa propre ignorance. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pour revenir un tout petit peu sur l'histoire de Socrate, lorsqu'il se comportait comme un ignorant, comme quelqu'un qui ne savait rien, en disant tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Socrate, l'histoire de Socrate vous a été racontée en classe. C'était quelqu'un qui était déconnecté de cette réalité sensible, du monde sensible. Pour vouloir quoi? Non pas rechercher le savoir, mais rechercher le savoir et faire rechercher le savoir. Il se promenait pieds nus dans les rues d'Athènes, habits déchirés. Il était aussi gnangnan que moi. Et à chaque fois que Socrate avait ce que l'on appelle cette habitude de se promener, cette habitude de faire ce que l'on appelle, de procéder à des discussions, qu'est-ce qu'il se disait? J'ai la mission divine de sortir Athènes de son ignorance. J'ai la mission divine de sortir Athènes de son ignorance. C'est la raison pour laquelle, à travers toutes ces discussions, Socrate ne donnait pas du savoir. Socrate ne donnait pas de la connaissance. Socrate ne se comportait pas comme un savant. À chaque fois, encore une fois, qu'il se rapportait à des discussions, il essayait de faire découvrir à l'autre son ignorance. Il y a des dialogues, des discussions entre Socrate et Ménon, entre Socrate et Calliclès, entre Socrate et Hippias, entre Socrate et Gorgias. Oui, à chaque fois que ces gens-là, la plupart qui étaient des sophistes, se présentaient comme des savants, Socrate leur montrait qu'en réalité, vous ne savez pas. Oui, la question de la vertu avec Ménon. Oui, lorsqu'il lui posait la question de savoir qu'est-ce que la vertu, ce dernier lui répondait en lui disant la vertu, c'est le fait de désirer de belles choses et de s'en procurer. La vertu, c'est le fait de désirer de l'argent et de s'en procurer. La vertu, c'est le fait de désirer de belles femmes et de s'en procurer. Socrate lui dit, c'est comme si je t'ai demandé qu'est-ce que la couleur et tu me donnes des exemples de couleurs en me disant le rouge, le vert, le jaune. Il y a une différence entre la question qu'est-ce que là et qu'est-ce que j'attends une définition de la vertu. Maintenant, lorsque ce dernier lui demande de lui donner une réponse à cette question, Socrate a l'impression de lui dire que je ne sais pas de quoi s'agissait-il. De cette même manière, un jour, il se promenait dans les rues d'Athènes comme il a l'habitude de le faire. Il a rencontré ces gens-là qui discutaient sur une chose, la beauté. La femme est passée et certains disaient en faisant du werante, celle-là, elle est belle, d'autres disent que non, elle n'est pas belle, elle est laide. Maintenant, lorsque Socrate leur a trouvé, il leur a demandé, mais maintenant, de si beau matin, on vous entend crier de partout. Les gens lui ont dit seulement, il y a une femme qui est passée par là, et certains d'entre nous disent qu'elle est belle, d'autres disent qu'elle est laide. Socrate ne laissait l'un des plus beaux jours de ma vie. Pourquoi? Parce que je me rends compte que je suis en face des experts en matière de beauté. Parce que, disons-nous la vérité, des gens qui font du werante jusqu'à vouloir faire du rouleau sur la seule question qu'elle est belle ou elle est laide, vous devez forcément être des experts en matière de beauté. Maintenant, pour vous départager, répondez à la seule et simple question de qu'est-ce que le beau? Le beau, c'est un beau coucher de soleil, c'est une belle robe, c'est une belle chemise. Socrate, c'est l'un des plus monumentaux hors sujet que j'ai jamais entendu. Oui, parce qu'à la question qu'est-ce que le beau, vous me donnez des exemples de choses belles. Alors qu'il y a une différence entre les choses belles et le beau. Le beau, c'est ce par quoi les choses belles sont belles. Mais même si les choses belles sont belles, elles ne sont pas belles par elles-mêmes, mais elles ne sont belles que par rapport au beau. Et même si les choses belles ne sont belles que par rapport au beau, il ne suffit pas de donner des milliers d'exemples de choses belles pour répondre à la question qu'est-ce que le beau. Il y a donc une différence entre ces deux questions de qu'est-ce que et qu'est-ce qui est. Là, on a tenté de définir la philosophie. On a tenté, je dis bien. On n'a pas défini, on a tenté. Parce que vouloir définir la philosophie est chose difficile, n'est pas chose aisée. Parce que comme disait l'autre, en philosophie, on en Sophie. Et si la philosophie est femme, et si elle s'appelle Sophie, qu'est-ce qui caractérise cette femme qui s'appelle Sophie? C'est parce qu'elle est courtisée par tous les hommes. On lui donne les meilleurs bouquets de fleurs, on lui adresse les meilleurs poèmes, mais elle ne se laisse embrasser par aucun de ses soutirants. Elle est plus capricieuse, la philosophie, que la femme. On a tenté de définir la philosophie. Elle est amour de la sagesse. Cette sagesse a deux dimensions. Elle a une dimension théorique, elle a une dimension pratique. La dimension théorique, c'est la sagesse
en tant que connaissance, en tant que savoir. La dimension pratique, c'est la sagesse morale. En d'autres termes, la sagesse comme étant en mesure de nous procurer un art de vivre. Et une deuxième possible autre définition de la philosophie, c'est la philosophie comme art de vivre. Vous l'avez apprise avec certaines doctrines philosophiques. Le platonisme, le stoïcisme, le scepticisme, l'épicurisme, qui sont des philosophies morales. Pourquoi? Parce qu'elles nous apprennent comment vivre. Pour les stoïciens, la philosophie est l'apprentissage de l'acceptation du destin. Pour les platoniciens, la philosophie est l'apprentissage de la mort. Pour les épicuriens, la philosophie est l'apprentissage de quoi? Des limites de nos désirs ou plaisirs. Avec Platon, c'est quoi? L'originalité. La philosophie est un apprentissage de la mort. Qu'est-ce que Platon nous dit? Il a fait la dichotomie, la différence entre deux mondes, que sont le monde intelligible et le monde sensible. Pour Platon, le monde sensible est un monde de fausseté, de leurre, de tromperie, jusqu'à ce qu'il nous dit que l'apparence est trompeuse. Le monde qui incarne la vraie réalité, c'est le monde des idées, que l'on appelle le monde intelligible. Qu'est-ce que Platon nous dit en sens? Que philosopher, c'est apprendre à mourir par le corps, et qui meurt au corps assure le salut de l'âme. C'est tout ce que Platon nous apprend. Pour les stoïciens, c'est l'acceptation du destin. Ça, c'est une philosophie morale. L'acceptation du destin, c'est quoi? Les stoïciens ont pour slogan quoi? Abstiens-toi et supporte. Pourquoi? Parce que d'après les stoïciens, Dieu est natura, Dieu est nature. Et toutes les choses concourent à la réalisation de la divine providence. C'est la raison pour laquelle, pour les stoïciens, les commandements de la nature sont les commandements divins. Tout ce que la nature nous ordonne, tout ce que la nature nous donne, tout ce que la nature nous affecte, c'est parce que c'est une chose qui a une origine divine. Et pour les stoïciens, il y a deux choses dans le monde. Il y a les choses qui dépendent de nous, il y a les choses qui ne dépendent pas de nous. Quelles sont les choses qui dépendent de nous? C'est les choix, les jugements, les désirs. Quelles sont les choses qui ne dépendent pas de nous? La mort, la maladie, le succès, l'échec. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut accepter ces choses-là qui ne dépendent pas de nous parce que c'est le ndogalu yalla. Donc le stoïcisme, c'est quoi? C'est l'acceptation du ndogalu yalla, c'est l'acceptation donc du destin. Quelqu'un d'entre eux du nom d'Épictète va nous dire dans son ouvrage intitulé Le Manuel, ne demande pas que les choses arrivent comme tu les veux, mais accepte-les telles qu'elles arrivent et tu seras heureux. Pour reprendre le tassukat sénégalais, ku nangulu yalla dogal. Point. Dans son soxol du jeex. Virgule, d'accord. Il y a les épicuriens. Il faut limiter le champ de nos plaisirs pour ne pas être malheureux. Il y a ce que l'on appelle des besoins naturels et nécessaires. Des besoins naturels et non nécessaires. Des besoins non naturels et non nécessaires. Les besoins naturels et nécessaires, ce qui ne peut pas ne pas être. Manger, boire, dormir, c'est nécessaire. Il y a des besoins naturels et non nécessaires. Le mariage, la sexualité. Il y a des besoins non naturels et non nécessaires. Le luxe, la gloire, l'honneur. Amul ben sens. Ces philosophies-là nous apprennent comment vivre. C'est la philosophie comme art de vivre. On a deux définitions de la philosophie pour l'instant. La philosophie comme quête du savoir ou comme amour de la sagesse. La philosophie comme art de vivre. Une troisième autre définition, c'est la philosophie comme une réflexion. Quelle est la nature de la réflexion philosophique? Elle écrit, elle est critique. Merci. La philosophie peut être perçue comme une réflexion critique. Et toujours nous sommes dans cette perspective de la nature de la philosophie. Ce qu'est la philosophie. Classe. Quand on dit que la philosophie est une réflexion critique, faisons une élucidation notionnelle. Posons-nous la question de savoir qu'est-ce que la réflexion d'une part, d'autre part qu'est-ce que la critique. Par réflexion, on a l'impression d'avoir deux mots. Ré plus loin flexion. Qu'est-ce que la flexion? Se fléchir. Physiquement, on se replie sur nos appuis physiques. Intellectuellement, on se replie sur nos appuis mentaux. Réfléchir, c'est un mouvement d'aller et de retour. Qu'est-ce que la réflexion? C'est un mouvement que s'offre la pensée qui lui permet de replier sur elle-même. Qu'est-ce que la critique? La critique viendrait du latin crisis, qui signifie quoi? La faculté de l'esprit à ne pas confondre deux choses de nature différente, à l'exemple du vrai et du faux, ou du bien et du mal. La philosophie, elle est une réflexion critique. Si on essaie
de parler de quoi? De la critique de la philosophie. Cette critique, encore une fois, constitue la quintessence de la philosophie. Elle est le soubassement de la pensée philosophique, le fondement de la pensée philosophique. Parce que sans la critique, la philosophie ne va pas se faire valoir comme telle. Mais vous savez une critique philosophique, fan la jóge wax nañ ko sànq. D'où vient selon vous la critique philosophique? D'où vient selon vous la critique philosophique? Elle vient de quoi? Du désaccord? Parce que les philosophes sont en désaccord, que la philosophie se veut critique. Quand elle est critique, cette critique s'est manifestée dans toute l'histoire de la philosophie, même si certains se sont offerts une posture critique parce que la philosophie elle est critique, pour critiquer la philosophie. Dafa am ñoo xam ne dañoo jël critique philosophique jaaree ci pour critiquer la philosophie en disant que cette philosophie n'a pas de sens parce que les critiques elles soulèvent de manière permanente des questions dont on n'a pas de réponse. Donc elle n'a pas de njëriñ. Ñu ne non, c'est pourtant c'est ça la critique de qui va faire le charme de la philosophie, comme le désaccord l'a fait. La critique est une manifestation du désaccord philosophique. J'ai dit, elle s'est manifestée dans toute l'histoire de la philosophie. Qui sont les premiers philosophes? Comment on les appelle? Les pré-socratiques. C'est parce qu'ils ont critiqué. Il y a une rupture par rapport au mythe. Je l'ai dit tout à l'heure. Après les pré-socratiques, on a assisté à l'avènement de Socrate. Et Socrate, par cet avènement, a gagné un titre, le titre de père de la philosophie occidentale. Pourquoi? Les pré-socratiques étaient les premiers philosophes, mais leur philosophie avait une identité scientifique. Parce qu'ils réfléchissaient sur l'univers. C'est Socrate qui est venu, qui a renversé la tendance. Pour dire quoi? Que la philosophie pourrait être une réflexion sur l'homme. Pourquoi? Parce qu'on peut étudier l'univers sans étudier l'homme, mais on ne peut pas étudier l'homme sans étudier l'univers. Ça, c'est critique. Socrate a eu qui comme disciple? Platon. Lorsque Platon a suivi Socrate, lui, à son tour, il a un autre disciple du nom de Aristote. Aristote, étant le disciple de Platon, a fait environ 20 ans aux côtés de celui-ci, jusqu'à ce que pour certains, Aristote est le philosophe le plus complet de l'histoire. Mais après un voyage en Asie mineure, 2 ans, 3 ans, il retourne pour renverser tous les enseignements de Platon. Et d'ailleurs, c'est Platon qui avait mis en place l'académie. On parle de l'académie platonicienne. Aristote a renversé pour parler du lycée. Aujourd'hui, si nous parlons du lycée, nous le devons à Aristote. Qu'est-ce qu'Aristote va dire à Platon? Il a rompu avec les enseignements de Platon pour renouveler ses capacités intellectuelles. En disant à Platon quoi? Cher Platon, amitié et vérité me sont toutes les deux chères, mais entre les deux, il est d'une exigence pour moi de préférer la vérité au-dessus de l'amitié. Il a rompu avec son maître Platon. Ça, c'est parce qu'il y a la critique. La philosophie Aristote, elle est restée 2000 ans, 20 siècles avec argument d'autorité. En d'autres termes, elle est restée 2000 ans sans pour autant être remise en question. C'est Descartes qui a eu le courage, la superbe, de remettre en question cette philosophie d'Aristote. En disant quoi? Nous ne serions jamais philosophes, eussions-nous lu tous les raisonnements de Platon et d'Aristote, et si sur un problème posé, nous ne pouvons apporter des jugements solides et personnels. La philosophie doit être une réflexion personnelle. Donc vous voyez comment la critique s'est manifestée durant toute l'histoire de la philosophie. Cette critique, comment elle se manifeste, classe? Retenez bien moi cette partie. Cette critique se manifeste par 2 choses. Le doute et le questionnement ou la remise en question. Ngir Yalla, bu len di wax ni le doute est la remise en question ou la remise en question est le doute. Le doute n'est pas la remise en question. La remise en question n'est pas non plus le doute. Qu'est-ce que la remise en question? C'est le fait de se poser une question pour s'assurer de la véracité d'une chose ou d'une idée. Qu'est-ce que le doute? Le doute viendrait du latin dubitare, qui signifie hésiter, qui désigne une suspension du jugement. Douter égale suspendre le jugement.
Il y a la remise en question qui découle de la critique philosophique. Il y a aussi le doute qui découle de la critique philosophique. Arrêtons-nous sur le doute. Il se distingue de deux types, à savoir le doute sceptique et le doute méthodique. Bàyyi leen doute philosophique. Les sceptiques ne sont-ils pas des philosophes? Bien sûr. Je pense que M. Mandiaye peut être témoin. Ce n'est pas en histoire géo que l'on parle des sceptiques. Ils sont des philosophes, mais ils sont des philosophes sceptiques. Qu'est-ce que le scepticisme d'abord? Le scepticisme est une doctrine philosophique fondée par Pyrrhon d'Élis en 322 avant Jésus-Christ, qui nie la capacité de la raison humaine à accéder à la vérité. Pour les sceptiques, xel mënta daj dëgg. Et puisque xel mënta daj dëgg, il faut être sceptique par rapport à cette vérité-là que l'on peut parvenir à la vérité. C'est de la raison humaine. Et en niant la capacité de la raison humaine, ils ont douté, mais ils ont douté à titre sceptique. En pratiquant ce que l'on appelle l'époquée. L'époquée signifie quoi? La suspension définitive du jugement. Cette époque va conduire à quoi? À l'aphasie, l'absence de parole. Et cette aphasie va conduire à quoi? À l'ataraxie. Par ataraxie, on a deux. Le privatif A qui signifie absence de, et taraxie qui vient de tarasis qui signifie trouble ou inquiétude. Ataraxie, c'est l'absence de trouble ou l'absence d'inquiétude ou la quiétude de l'âme ou de l'esprit. Outil ji xel mu dal moom mooy waral doo outil ji xam-xam parce que da ngaa jàpp ne la nga bëgg a xame ji mënoo koo xam. Je ne sais pas si on me fait comprendre. Ça, c'est le scepticisme. Leur philosophie, elle est beaucoup plus morale qu'une réflexion purement philosophique. Tout à l'heure, j'ai évoqué le scepticisme en parlant de la philosophie morale. Par contre, il y a les méthodiques qui vont espérer qu'il est possible pour l'homme d'accéder à la vérité. Le doute méthodique est un doute qui est une suspension provisoire du jugement. Le sama yoon nekku ci ak le sama yoon nekkagu ci bokkul. On me donne une vérité pour me la présenter en me demandant d'y apporter une contribution. Ma ne xamaguma ci dara, il faut que j'étudie la chose qui m'est soumise d'abord avant que je ne puisse en parler et en donner une interprétation. Et on ne peut pas parler du doute méthodique sans pour autant parler de l'un de ces théoriciens, comme qui? René Descartes. C'est la raison pour laquelle en même temps on peut parler de doute cartésien. Le doute suspend le jugement, mais le doute méthodique suspend le jugement de manière provisoire. Va permettre à celui que l'on appelle le philosophe au sens large du terme d'être toujours à la recherche de la vérité. Pourquoi? Parce que l'objectif recherché à travers ce doute, c'est de parvenir à des vérités indubitables, des vérités que l'on ne peut plus douter. Et Descartes, qu'est-ce qu'il nous dit? Je doute dans le but d'enlever le sable mouvant et la boue pour retrouver le roc élargi. C'est ce doute qui va nous permettre d'entrer en profondeur afin de s'assurer de la véracité d'une chose, d'une idée, par l'intermédiaire de la manifestation d'un esprit critique. En doutant à titre méthodique, on est en train de promouvoir un esprit critique différent d'un esprit de critique. Descartes, à travers ce doute, comme je l'ai dit, il aspire à quoi? À des vérités indubitables. Le philosophe maintenant, au sens large du terme, je n'ai pas dit le philosophe sceptique, le philosophe peut-être méthodique, va douter à titre méthodique pour, d'une certaine manière, parvenir à des vérités indubitables. Serait-il en mesure d'y parvenir? That is the question. On ne sait pas encore. Mais maintenant, quand la critique philosophique se manifeste par le doute et la remise en question, et que nous avons fait la différence entre les deux, le philosophe va se distinguer en ce sens de qui? De celui que nous appelons pompeusement et prétentieusement l'homme du sens commun. Qu'est-ce que le sens commun? Du latin sensus communis, qui désigne l'ensemble des idées dogmatiques qui ne sont pas susceptibles à être remises en question appartenant à une communauté. C'est ça le sens commun. Par sens commun, on a sens, on a commun. Un seul sens, mais un seul sens dont est destinée une communauté. Cette communauté-là, celui qui s'y rapporte, celui qui appartient à cette communauté, se distingue rigoureusement du philosophe. Pourquoi? Parce qu'ils ont des attitudes différentes. L'attitude du philosophe n'est pas l'attitude de l'homme du sens commun.
L'attitude du philosophe, il est critique, il remet en question, il doute. Le sens commun, c'est celui qui fait quoi? Qui coopère, qui accepte tout ce qu'on lui dit. L'homme du sens commun est celui qui nous dit que l'igno pour. Par contre, le philosophe nous dira que l'igno pour peut même être le commencement de l'erreur. À chaque fois qu'on commence l'activité philosophique, on doit faire quoi? On doit procéder à un nettoyage intellectuel et mental. Pourquoi? Parce que la philosophie doit nous servir des vérités dites rationnelles. Le philosophe est celui qui doit toujours faire recours à sa raison. Parce que quand la raison n'intervient pas en philosophie, la vérité philosophique ne peut pas être considérée comme une vérité philosophique, même si elle est provisoire. C'est la raison pour laquelle Descartes, lorsqu'il a fait son baptême philosophique, lorsqu'il commence à philosopher, il nous dit quoi? Je pris un jour l'entière résolution de rejeter comme fausse toutes les opinions que j'ai jusqu'alors reçues en ma créance, afin d'en remettre d'autres meilleures ou bien encore les mêmes, mais lorsque je les aurai ajustées au niveau de ma raison. Déglu Descartes, je pris un jour l'entière résolution de rejeter comme fausse toutes les opinions que j'ai jusqu'alors reçues en ma créance. Je ne peux pas dire que Descartes, lépp li nga xam ne xamoon naa ko dama ko jël tegee ko côté. Afin d'en remettre d'autres meilleurs ou bien encore les mêmes, mais à une seule condition, lorsque je les aurai ajustés au niveau de ma raison. Madame, à condition que ça m'a fait nanguko. C'est une manière de dire quoi? En philosophie, c'est la raison qui est le seul critère de validité. En philosophie, la raison est la seule instance de légitimation. En d'autres termes, en philosophie, c'est la raison qui dogole, c'est la raison qui permet d'accepter une vérité quelconque. Par contre, pour l'homme du sens commun, c'est lui qui nous dira que l'igno pour moi. Quelle est la différence entre ces deux-là? La seule première différence, c'est que le philosophe, il fait toujours recours à sa raison, tandis que l'homme du sens commun n'utilise pas sa raison. Est-ce qu'il manque de raison? Vous n'avez pas le droit de dire que l'homme du sens commun n'a pas de raison. Il ne procède pas à l'usage de sa raison. Descartes nous dit dans le discours de la méthode, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. La différence, moi, est la manière dont nous utilisons nos raisons. L'important n'est pas d'utiliser sa raison, mais de l'appliquer bien. Et on a l'impression que l'homme du sens commun n'utilise pas sa raison. C'est la raison pour laquelle il coopère. Il se soumet par rapport à quoi? Par rapport à ces vérités déjà établies. Le philosophe, lorsqu'il atteint la maturité intellectuelle, il va rompre à tout ce qui est certitude, préjugés, opinions ou vérités déjà établies. C'est les vérités sociales. C'est la raison